Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chroniques de Tonton SJ. Cette semaine, j'ai choisi l'arc Return of the Boogeyman de la série Power Pack. Un arc en 3 parties qui court des épisodes 42 à 44 et qui sont tie-in à l'event Inferno. Mise en situation. Tout d'abord, alors Power Pack, c'est quoi cette série? Alors Power Pack, c'est une série qui a débuté en 1984 chez Marvel, qui nous raconte l'histoire des 4 enfants de la famille Power, qui après leur rencontre avec 2 races extraterrestres qui sont venues s'affronter jusqu'à la Terre, ont acquéri des pouvoirs et sont devenus des super-héros. Le concept de cette série était de justement mettre en avant des enfants qui ont des pouvoirs, qui entament une vie de super-héros. Et est-ce que c'était un comics destiné aux enfants? Non, pas forcément, pas forcément. Il y avait des thèmes qui étaient abordés, qui faisaient que c'était un comics tout ce qui est plus normal. Et d'ailleurs, c'est ces thèmes qui sont des fois même assez durs qui feront l'objet de cette vidéo. Donc voilà pour la série Power Pack. Ensuite le contexte. Vous pouvez le voir là dans le coin. Voilà. Ces épisodes sont tie-in à un event qui s'appelait Inferno. Inferno était un event crossover. Je pense pas qu'à l'époque même le terme event existait. On va dire crossover. C'est qui tournait autour des titres X. En l'occurrence, X Factor, Uncanny X-Men, New Mutants et le mini Exterminators, et qui a touché pratiquement l'ensemble des titres Marvel avec ce qu'on appelait des tie-in. Et un de mes tie-in chouchous, faut que je le présente, c'est Excalibur. Voilà. Alors, Inferno. Alors même si voilà, donc tous ces titres étaient concernés, en fait c'est le pitch vient vraiment de la série New Mutants et du personnage de Illyana Rasputin, Magic, qui l'un de ses pouvoirs était de se téléporter, et sa téléportation la faisait passer par les limbes, et à partir des limbes elle pouvait revenir sur Terre à l'un des points qu'elle voulait. Et c'est lors d'un de ces passages dans les limbes, alors les limbes là en l'occurrence dans l'univers Marvel c'est une sorte d'univers démoniaque. Lors d'un de ces passages dans les limbes, la téléportation se passe pas vraiment comme voulu. Il y a 2 démons, donc Sim et Nastir, qui viennent intervenir, et c'est eux qui reviennent sur Terre à la place d'Illyana, avec des hordes de démons. Et ils reviennent sur Terre, à New York, à la recherche d'enfants, de bébés purs, pour dire de créer une sorte de pentagramme dans le ciel, et puis qui ouvrirait un portail, et tous les démons arrivent sur New York. Et ce qui se passe, c'est que les objets s'animent, sont habités par des forces démoniaques, et même des personnes sont métamorphosées. Voilà pour le contexte. Et si je vous précise cela, c'est que c'est très important. C'est parce que cet arc, Return of the Boogeyman, en fait, le Boogeyman, c'est un ennemi de Power Pack qui existe depuis le début de la série, depuis le numéro 2. À la base, c'est juste un homme, un ancien collègue du père des enfants Power, qui, dès sa première rencontre avec les quatre gamins, les identifie comme des mutants. Et lui, bon, bigot, raciste, ne peut pas, supporte pas les mutants, il a ses préjugés sur eux. Il faut savoir que c'est aussi le contexte de Marvel de l'époque, et ce qui a vu la création de la série X Factor, et qu'on retrouvait dans pratiquement l'ensemble des titres Marvel, c'est-à-dire que jamais dans l'histoire Marvel, les mutants n'ont jamais été aussi persécutés qu'à cette période, c'est-à-dire milieu des années 80 jusqu'à la fin, début des années 90.
Pratiquement dans tous les titres, on voyait les mutants persécutés. Et donc voilà, ce monsieur, le Boogeyman, c'est pas son vrai nom, hein, c'est un surnom. Ce monsieur s'appelait Douglas Carmody. J'ai été vérifié parce que voilà, non, je n'avais pas son nom vraiment en tête. Alors ce monsieur, il a toujours chassé les Power Pack, donc comme je vous disais, parce qu'il pensait que c'était des mutants. On le revoit à plusieurs reprises dans la série, jusque cet arc. Donc voilà, Revenge of the Boogeyman, où sous l'effet d'Inferno, il se transforme en véritable Boogeyman, en véritable monstre. Ce qui est intéressant sur cet arc, c'est alors déjà d'une, ces épisodes sont inédits VF à ce jour, toujours. La série était publiée dans Speedy et elle s'est arrêtée juste avant Inferno. Faut dire qu'à l'époque, quand Inferno est arrivé en France, la publication a vraiment été hasardeuse et encore, c'est plus qu'hasardeux. C'est-à-dire que la série principale d'où venait Inferno, New Mutants, les épisodes ont été zappés, et les épisodes X Factor et Uncanny X-Men ont été publiés de façon aussi très hasardeuse, c'est-à-dire une fois dans Space Strange, l'autre dans la vie X Factor. Honnêtement, les lecteurs VF, pour comprendre X Factor lors de sa autant pour moi, pour comprendre Inferno lors de sa toute première publication en VF, c'était un véritable chemin de croix. Depuis, il y a eu d'autres rééditions, même si ce que je considère comme un pan important d'Inferno, c'est-à-dire Exterminators, ça, c'est toujours inédit VF. Là, au moment où je vous parle, c'est incompréhensible parce que toute l'intrigue des bébés enlevés, c'est dans cette mini. Voilà. Et cette mini, donc voilà, dessinée par John Bogdanove, qui est aussi à la réalisation des 2 premiers épisodes de l'arc, 42 et 43, il est scénariste. C'est l'une des rares fois où le dessinateur s'est essayé au scénario. Il n'a pas fait des masses de scénario, il a fait des épisodes de Power Pack, il a co-scénarisé des épisodes de Steel chez DC avec Louis Simonson. Et ce dessinateur est surtout connu sur la série Man of Steel chez DC, où les fans se rappellent encore aussi avec tendresse de la première mini X-Men vs Fantastic Four, où il a livré l'un de ses meilleurs boulots. Et donc ici, John Bogdanove est au dessin, il est au layout, c'est-à-dire que c'est lui qui définit un peu les dessins de base, la position des personnages, les cadres des cases, et c'est d'autres dessinateurs qui viennent l'épauler à finir ses layouts. En l'occurrence, on a Stan Drake et on a Sal Velluto, qui sont des encreurs, mais là, voilà, vous en vraiment à faire un gros boulot sur la base apportée par Bogdanove. Et là, on arrive vraiment au pourquoi j'ai choisi cet arc. Parce qu'en fait, dans le contexte d'Inferno et de l'attaque du Boogeyman, lui découvre vraiment leur identité secrète, vient les attaquer chez eux et s'en prend aux parents des gamins Power, les parents qui ignorent que leurs enfants sont des super-héros, jusque-là. Et là, on arrive à l'un des thèmes forts du comics du super-héros, c'est-à-dire l'identité secrète et le fait de vouloir protéger ses proches, car on sait vraiment qu'un super-héros, c'est une cible facile pour tous les ennemis, et pratiquement tous les super-héros ne veulent pas que leurs proches, amis et familles soient impliqués dans leurs activités super-héroïques. Et donc voilà, là les parents Power découvrent le poteau rose, et d'une façon vraiment très 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 dure. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment traumatisés. Alors, dans l'épisode 43, scénarisé par John Bogdanove, on commence déjà à sentir le poids sur les épaules des parents, car ils sont jeunes, hein, la plus jeune de Power Pack, je crois qu'elle a 5 ans. Elle a 5 ans, la petite. Donc voilà, ils sont un peu traumatisés, ils remettent un peu
en doute leur capacité d'avoir été des bons parents, étant donné que leurs enfants, ben voilà, une fois qu'ils ne sont pas avec eux, ils s'en vont combattre des monstres et des menaces et des extraterrestres. Et imaginez un peu le choc pour les parents. C'est un peu ce que Peter Parker a voulu éviter à tante May toute sa vie, car psychologiquement c'est assez dur de se dire que voilà, ses proches ont une double vie, et une double vie qui les met en danger. Et donc voilà, ce traumatisme est vraiment traité dans l'épisode 44. Et là, c'est plus John Bogdanove qui scénarise, c'est Juliana Jones. Et là, donc, je fais un petit coucou à Oliano sur Buzz Comics, car avant cette semaine, j'ignorais vraiment qui était cette Julia Jones. En fait, c'est la fille de celui qu'on connaissait à l'époque sous le nom de Jeffrey Jones, et celle qu'on connaissait sous le nom de Mary-Lou Jones. Mary-Lou Jones, c'est Louis Simonson, mais c'était son premier mariage, et donc Juliana est sa fille. Et donc cet épisode, comme je vous disais, Power Pack, pas vraiment un comics pour enfants, c'en est vraiment la preuve, car les parents sont traumatisés par cette révélation. Je vous retrouve une planche qui illustre bien ça, voilà. Regardez. La mère qui est là avec un poupon qui essaie de retrouver son instinct maternel, c'est triste, cette case est vraiment triste, elle est vraiment recluse. Le père, pareil, le père qui est dans un monologue, qui est perdu dans un monologue, qui a le regard perdu, le regard vague. Ils sont traumatisés. C'est vraiment un épisode très très lourd. Et est-ce que justement la révélation du fait que les enfants Power sont Power Pack va devenir un statu quo? Et non, voilà. À la fin de l'épisode, petite pirouette scénaristique, et encore petite, non, grosse pirouette scénaristique qui implique Mirage des New Mutants, fait que voilà, les parents effacent tout ça de leur esprit, ils oublient que leurs enfants sont des super-héros, et tout redevient voilà, normal. Les enfants peuvent continuer leur vie secrète. Voilà, donc des épisodes vraiment très forts, à l'image de ce qui se faisait chez Marvel à l'époque. J'ai oublié de situer, donc oui, Inferno, c'est fin 88, début 89. Voilà une période dont je vous ai déjà parlé dans précédentes vidéos. La deuxième moitié des années 80 sont vraiment des thèmes très très durs appliqués aux super-héros. Les codes sont travaillés à fond. En l'occurrence ici, donc l'identité secrète révélée aux proches. Un méga coup de cœur. Je ne comprends pas vraiment la décision éditoriale. J'ai pas trouvé de renseignements là-dessus. Comment ça se fait que ce soit John Bogdanove qui ait commencé cet arc et Julia Jones qui l'ait fini. La transition passe assez bien, je trouve. L'éditeur qui était derrière a bien fait son travail. C'était qui en éditeur? C'était Carl Potts, d'accord. C'était Monsieur Alien Legend. C'était Carl Potts qui a coordonné tout ça. Donc voilà, si vous trouvez ça dans des caisses à back issues, hein, ça c'est des comics qu'on trouve à 1€, il n'y a pas de problème, allez-y, foncez, même si vous ne connaissez pas la série Power Pack, ça fait une très bonne porte d'entrée. Voilà, plus j'avance, plus ces vidéos sont longues, on arrive à 13 minutes 30, donc il est temps pour moi de vous laisser, je vous souhaite de bonnes lectures, et à tantôt.